Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Chose exceptionnelle, on n'est que deux. Un épisode en tête à tête. Tom, ça rappelle un peu le entre guillemets bon vieux temps, 2017-2018, quand l'équipe était un petit peu réduite. Comment ça va, Tom, aujourd'hui? Ça va. La santé, un peu de fatigue, mais de la bonne fatigue, donc ça va. Et toi? Ça va très bien. Jusqu'au moment où on a décidé de parler des Rockets. Alors, vous allez le voir, cet épisode, c'est assez intéressant. On pourrait faire un épisode sur la manière dont on est arrivé à ce sujet-là. Ça serait un bon pour montrer le cheminement. Le processus de création. Ouais, le processus de création. On devait parler des Rockets. Puis Ilias, notamment, qu'on salue, a souligné qu'on pouvait peut-être ajouter d'autres équipes en reconstruction, et au fil des discussions avec Tom, en fait, c'est devenu un épisode sur la reconstruction en elle-même. On va donc utiliser Thunder, Rockets, Pistons et Magic un peu comme des études de cas qu'on ira agrémenter d'autres exemples pour un peu comprendre ce fameux processus, parce que c'est un processus dont on parle de plus en plus, qui intéresse de plus en plus les fans NBA, mais il y a peut-être parfois certaines choses dont il faut discuter. Donc ça, on va le faire après la pause. Avant ça, si vous nous découvrez, notamment avec le sujet sur RTL, on a eu la chance, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, vous l'avez peut-être vu, de passer dans la matinale de RTL. Donc on remercie toutes les équipes de RTL pour ce très bon reportage. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez ce podcast, sur YouTube, si c'est le cas, activez la petite cloche, et puis enfin sur Twitter. Et puis, Tom, annonce incroyable, vous savez qu'on est partenaire du League Pass. Et au moment de l'annonce du partenariat, vous nous aviez dit, c'est bien, on est très fiers de vous, mais les réductions. Alors, on y arrive. Notez bien dans vos agendas, entre vendredi 26 à 6h et mardi 30 à 6h du matin, ce qui entoure plus ou moins le Black Friday, le fameux Black Friday. Vous pouvez disposer de 50% de réduction sur le League Pass. Comment se faire? C'est très simple. Vous allez dans la description, vous avez le lien Dunk Hebdo pour aller sur la page du League Pass, et vous rentrez le code promo qui est toujours dans la description, Dunk Hebdo 50, tout en majuscule. Et si vous faites ça pendant cette période, donc du vendredi 26, 6h, au mardi 30, 6h, vous pouvez avoir la souscription annuelle au League Pass à moins 50%. Là, on peut pas faire mieux. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux. Donc, souscription annuelle au League Pass, moins 50%. Toutes les infos sont dans la description. N'hésitez pas, et ça serait un superbe coup de pouce pour le podcast. On en a fini. C'était une intro à deux, mais une intro très longue. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour parler de reconstruction. Alors Tom, pour débuter, on va faire ça de manière très scolaire. Définissons les termes du sujet. C'est quoi une reconstruction, selon toi? Pour moi, une reconstruction, c'est le moment où ton équipe change de cycle, du coup, où tu es dans une période où soit tu gagnais ou soit tu es plus satisfait des résultats, et tu décides de passer à une autre phase de ton projet, et tu décides de faire passer le futur avant le présent. Ça rejoint plutôt... Alors moi, j'ai fait ça, c'est encore plus scolaire, vraiment comme l'intro d'une composition. Moi, j'ai écrit phase durant laquelle une franchise modifie la base de son effectif, priorisant la pose de base solide, notamment l'acquisition de joueurs de talent, souvent jeunes, aux dépens des ambitions collectives, souvent vues à la baisse. Donc, on remarque quelque chose, Tom. D'abord, dans notre définition de reconstruction, on parle directement d'objectifs. Alors, on en parlera plus tard, mais c'est intéressant de voir que c'est la première chose dont on a parlé tous les deux. Il y a la notion d'objectif, et je rajouterais même peut-être à ta définition le facteur argent, puisque le moment où tu reconstruis, c'est le moment où tu achètes du temps, et du coup, tu réduis ta masse salariale pour pouvoir respirer, quoi. Parce que généralement, on sait que les équipes contenders, il y a très peu d'équipes qui arrivent à gagner le titre sans être dans la luxury tax. Et on le voit, les contenders aujourd'hui sont tous dans la luxury tax, et même les Warriors explosent la luxury tax aujourd'hui. Avec un effectif sur lequel on avait des questions. Donc comme quoi, pour être ce fameux contender, pour espérer aller loin en playoff, il faut investir. Donc effectivement, c'est une période, même au niveau du propriétaire, retenez ce mot de propriétaire, on va en parler beaucoup aujourd'hui, c'est une période où on peut faire des économies. Dans cette phase de définition, Tom, il y a deux mots qu'on peut rapprocher de celui de reconstruction. On va commencer par le moins évident, un peu moins utilisé ici en France, c'est la notion de
retool. Alors on sait, on a discuté avant l'épisode comment on traduit ça. Réoutiller, c'est pas vraiment très intéressant. C'est ce que nous dit Internet et les dictionnaires, mais c'est pas très intéressant. On va utiliser plutôt retouche. Retouche, ouais. Comment tu différencies la reconstruction d'une période où tu retouches ton effectif? Moi, je pense que il y a la reconstruction. Je pense que dans le côté objectif, hein, si on reste sur le terme qu'on avait défini au début, dans le terme reconstruction, tu sais que tu ne vas probablement pas retrouver le niveau d'objectif et d'ambition que tu avais juste avant très longtemps, enfin plus ou moins longtemps. On sait qu'en NBA ça va vite, mais pour 3-4 ans. Là où le côté retouché, ça va être garder des ambitions un petit peu plus, garder des ambitions un peu moins élevées, mais aussi un petit peu plus haute que celle que si tu devais reconstruire. Pour prendre un exemple, ce serait par exemple l'exemple d'Indiana, qui essaie de maintenir un haut niveau plancher en changeant à chaque fois d'All-Star ou de joueurs majeurs. Il y a eu Paul George, ensuite il y a eu Oladipo, maintenant il y a Sabonis, et voilà. Tu vois, le niveau reste plus ou moins le même et les joueurs changent parce qu'il n'y a pas de grande variation entre leur niveau plancher et leur niveau plafond finalement. Là où on peut aussi prendre l'exemple, par exemple, des Nuggets lors du transfert de Carmelo Anthony, où ils transfèrent une superstar de la ligue au moment où il est transféré à New York pour récupérer des joueurs plutôt axés role player et garder un niveau plutôt stable même s'ils perdent leur superstar. Où là, pour moi, la reconstruction, il y a vraiment une chute dans le niveau, une chute drastique dans le niveau où tu peux passer par exemple d'un contender à peut-être le fond de la voilà top 5 de draft ou le bottom 5 de ta conférence. C'est incroyable, c'est parce qu'on ne s'est pas accordé pour ces définitions, mais moi la mienne elle tient en une phrase, mais c'est à peu près c'est peut-être le résumé de ce que tu as dit. Pour moi, le retool, donc la retouche, c'est une reconstruction sans baisse significative des ambitions collectives. C'est-à-dire qu'en gros, il va avoir la fameuse modification, mais comme tu l'as dit tout simplement, tu vas pas baisser de 3 étages. Peut-être modifier un petit peu. Et on en parlait tous les deux avant de débuter, c'est un modèle de changement d'effectif je pense c'est de moins en moins réfléchi, de moins en moins peut-être apprécié. C'est vrai que souvent, on va y revenir, quand tu es dans une phase où tu perds le cœur de ton effectif ou même un joueur important, bien souvent la réflexion de base et je vais dire la philosophie dominante actuellement, c'est plutôt de tout reconstruire. Alors, je l'ai dit, ça c'est plus peut-être dans un débat américain. Il suffit d'ouvrir Twitter, reconstruction est souvent mélangée avec tanking. Ouais. Alors, quelle est la différence entre les deux? Je vais te proposer une définition. Ah ouais. Alors, ça date de 2013. C'est assez intéressant. Ça, c'est l'effet Process Sixers. Quand on fait ces recherches sur ce sujet-là, on remarque que c'est un peu un objet de recherche, si on parle toujours scolairement, qui est délaissé depuis la fin du process à fil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de réflexion à ce niveau-là. C'est Tom Ziller qui travaillait pour SB Nation qui l'a donné. Selon lui, une reconstruction un tanking, pardon. Selon moi, le tanking est un acte, pas un plan. Si je devais en faire une définition, tanker serait l'action de perdre volontairement un ou plusieurs matchs à cause de rotation anormale ou de mise à l'écart de joueurs. Est-ce que t'es d'accord avec ça, toi, Tom? Un peu d'accord. Alors, je pense que c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on peut voir, par exemple, sur les fins de saison. On se rappelle de la fin de saison 2018 où il y avait des équipes qui tankaient, qui voulaient perdre volontairement pour, par exemple, récupérer Luka Doncic ou même DeAndre Ayton. On voyait des grands line-up avec du Alex Peters ou des joueurs comme ça, où tu sentais que, enfin, l'objectif c'était pas de gagner le match. Autre exemple, par exemple, les Clippers, ça arrive aussi pour des équipes qui sont un petit peu plus haut. Par exemple, les Clippers contre OKC l'an dernier, avec qui appelle énormément de post-up pour Daniel Oturu, qui n'est plus en NBA aujourd'hui, et qui finalement perdent le match et se retrouvent dans la partie du tableau qui est différente de celle des Lakers au final. Donc, je pense que il y a un côté de ça, mais je pense que pour moi, hein, le tanking c'est pas quelque chose qui se fait sur le terrain, c'est quelque chose qui se fait au-dessus. C'est mettre ton équipe dans des conditions, poser à ton effectif des problèmes insolubles qui l'empêchent de gagner.
Ouais. Tu vois, moi, pour moi, la différence, c'est que peut-être d'un point de vue peut-être plus front office, la différence, si je devais le résumer à une définition, c'était plutôt que dans le tanking, l'alpha et l'oméga de ta reconstruction, c'est développement des jeunes joueurs et acquisition de joueurs de talent. C'est-à-dire que cette baisse des ambitions collectives, les ambitions collectives sont réduites à pratiquement un néant, ou en tout cas sont plus du tout considérées. On est vraiment dans une logique de développement des jeunes joueurs, essayer de savoir de quoi est fait ton effectif, et enfin d'acquisition des jeunes joueurs. Je sais qu'il a beaucoup de fans, par exemple Sam Hinkie, lui expliquait que on a beaucoup parlé du process comme la draft. Lui, il explique en gros, moi c'est juste amasser des assets et voir de quoi était fait mon effectif en fait. C'était une double logique. Oui. Parce que, enfin, c'est vrai qu'on parle souvent dans le processus de reconstruction, la valeur spéculative des joueurs et la valeur spéculative de l'effectif. Mais on oublie parfois de parler du coup d'accumulation d'assets. Et quand je parle d'accumulation d'assets, je pense aux mécanismes qui peuvent te permettre de rendre ton équipe meilleure. C'est-à-dire, c'est sûr, tu peux avoir de la flexibilité en récupérant les tours de draft des autres équipes. Tu vas baisser ta masse salariale qui va te permettre aussi de pouvoir récupérer des contrats un peu toxiques sans avoir à forcément matcher les salaires et du coup récupérer un autre asset. Tu peux aussi générer des trade exceptions qui pourront te servir pour te greffer à un échange à 2 ou à 3 et après récupérer un joueur. Donc tout ça, c'est vraiment tous ces mécanismes-là qui font que tu mets entre parenthèses ton avenir à court terme et tu essayes uniquement d'utiliser des ressources qui sont disponibles à court terme pour générer des choses qui vont te servir à long terme dans 2, 3, 4 ans. Ok. J'aimerais bien citer pour terminer cette partie définition ce qu'avait dit Sam Presti, très intéressant parce qu'on sait que même lui à l'époque du procès c'était pas le plus critique. Il avait peut-être vu juste avec ce qui se passe en ce moment du coup du côté d'OKC. Et lui, selon lui, il y a que tanking si les joueurs et les coachs veulent perdre. Et là, je pense que ça rejoint un peu ce que tu as dit toi tout à l'heure, où ça se passe en haut, c'est qu'en fait, les jobs sont trop précieux en NBA pour les joueurs et pour les coachs pour intentionnellement perdre. C'est trop, il y a trop, les places sont beaucoup trop chères. Surtout les joueurs dans des effectifs à reconstruction sont souvent jeunes ou pas dans des situations qui leur assurent un avenir en NBA à long terme. Donc tu peux pas te permettre de montrer un visage qui pourrait te faire exclure de la ligue. Donc ça, là, c'est là où j'ai trouvé Presti peut-être un peu limite parce que ça, on n'a pas de précédent. Enfin, des joueurs qui perdent volontairement, ça ne s'est pas vu. Très bien, Tom. Non. Ouais, je pense pas que ça existe, puisque enfin les joueurs, généralement les joueurs, par exemple dans une équipe qui tank, on va dire, sont des joueurs qui, pour la majorité, ne sont pas rentrés par la grande porte à NBA et qui se battent pour pouvoir trouver un rôle et y rester. Donc du coup, ils ont aucun intérêt à se saboter eux-mêmes pour entre guillemets le bonheur de la franchise, sachant que une fois que la saison sera terminée, ils seront remplacés par des joueurs qui, eux, ont plus de chances, par exemple, de faire partie du projet. Et même au niveau des entraîneurs, enfin, il y a que 30 coachs en NBA par an. Enfin, même si, bon, on peut compter les gens qui se font limoger, mais il y a 30 emplois, quoi. En gros, il y a 30 emplois. Et c'est quand même la chance, quand tu regardes tous les coachs qu'il y a et tous les candidats qu'il peut y avoir, c'est quand même une chance d'avoir le poste de coach en NBA. Et, perdre volontairement, aucun coach ne fera ça. Aucun coach ne perdra volontairement. Ils vont toujours faire en sorte de tirer le maximum de leur effectif. C'est juste que le niveau de talent de l'effectif sera trop limité pour avoir des résultats sur le long terme. C'est ça. Et puis des consignes, notamment ça, c'est sur une fin de saison où ne fais pas jouer tel joueur ou tel joueur se repose, etc. C'est on a déjà vu ça évidemment. Tom, du coup, si on prend nos 4 franchises fil rouge, on fait donc la différence entre reconstruction, retool, donc retoucher, tanking. Les 4 sont en reconstruction. Pour moi, il y a une question qui se pose avec Houston, où Houston, vu la situation de John Wall, on pourrait presque dire, on y reviendra plus tard, qu'on est vraiment à la frontière du tanking. Enfin, vraiment, on s'en rapproche très clairement. Ouais. Pour moi, OKC ne tank pas, puisqu'ils font jouer leurs meilleurs joueurs. C'est juste que les joueurs sont pas assez bons. Mais pour moi, enfin, il n'y a pas de, tu vois, par exemple, dans la rotation globalement du Thunder, je trouve que les joueurs qui jouent sont des joueurs qui doivent jouer. Et qu'il n'y a pas, par exemple,
je sais pas moi, pour moi il y a pas forcément un vétéran qui est mis de côté. Alors pour moi il y a une grosse différence entre ce qu'OKC fait depuis le début de saison et ce qu'OKC a fait la saison dernière, enfin la deuxième partie de la saison dernière par exemple. Notamment avec Al Horford, mettre les mecs en exil et tout ça. Là on va en reparler. Mais là où Houston, tu vois, là où c'est vrai. Puis il y a pas aussi, on va finir là-dessus, mais dans le tanking, il y a aussi cette volonté de mettre des points faibles tellement identifiés qui vont totalement s'aborder ton équipe. Et dans ces points faibles-là, il y a notamment, ça peut être donner des responsabilités à la création très fortes à des jeunes joueurs. C'est ce que fait Houston avec les résultats qu'on connaît. Alors, ce qu'on va faire dans ce podcast, Tom, du coup, pour continuer, on va avoir 3 temps. On va avoir le passé. Donc le passé de la reconstruction de chacune de ces équipes, où on va rajouter d'autres exemples, le présent, ça va être ce qui se passe actuellement pour les 4 équipes dont on a parlé, et le futur, où là forcément on va prendre d'autres exemples. Le passé, on va commencer par une question, est-ce que c'est avant tout un processus hors terrain? On dit souvent, on le répète souvent, j'aime le répéter dans ce podcast, les 2 moments les plus importants dans une reconstruction, c'est 1, la prise de décision, on reconstruit, 2, la deuxième prise de décision, on arrête de reconstruire. La première prise de décision, est-ce que c'est hors terrain à 98%? Je dirais pas à 98%, mais je pense que c'est avant tout hors terrain. C'est-à-dire que je pense que alors oui, il y a par exemple il peut y avoir des blessures, il peut y avoir par exemple une star qui demande à partir, mais je pense que globalement c'est le proprio qui prend cette décision-là, soit parce qu'il n'est pas satisfait du GM, donc du coup il limoge le GM il récupère, il reconstruit, il récupère un nouveau GM qui va tout changer au niveau de la franchise et qui va pas essayer de construire avec les choses qui ont été faites par l'ancien régime. Et aussi il y a vraiment la notion de temporalité, c'est-à-dire que je pense que j'ai pas encore été dans les front office NBA, mais je pense que le proprio il va donner par exemple un objectif sur peut-être 3 ou 4 ans au président des opérations basket, et il va lui dire, comme tout, quand on signe un contrat, on a des objectifs à remplir, et il lui dit, je veux que dans tant d'années, j'ai soit tant de campagnes de playoffs, ou que j'ai déjà gagné une série de playoffs, ou que je sois prétendant au titre. Et en fonction, pour moi, de cette décision et de l'objectif qui est fixé par le proprio, tu choisis, est-ce que tu pars sur une reconstruction très agressive? Donc, est-ce que tu as la sécurité de l'emploi qui te permet d'acheter du temps pour avoir un maximum de chances de pouvoir atteindre ton objectif maximal, ou est-ce que tu vas essayer de passer par des raccourcis et entre guillemets de baisser le plafond potentiel de ton équipe simplement parce que tu as la pression d'avoir des résultats au bout d'un moment. Exactement. Le là est donné par l'objectif. C'est très intéressant de le dire comme ça, Tom, parce qu'il y avait, alors on en a déjà parlé de la Sloan Conference, donc c'est une conférence, c'est un peu la mecque des analytiques sur le sport américain, en lien avec le célèbre MIT, et il y avait un panel il y a quelques années que j'ai pu écouter en préparation de ce podcast vis-à-vis de la reconstruction. C'était présenté il y avait Chris Bosh, David Griffin, qui était peut-être pas encore aux Pelicans à l'époque, Sam Hinkie, Lawrence Frank. Et Steve Pagliuca, j'ai toujours du mal à prononcer, Pagliuca qui est chez les Celtics. Exactement, qui est copropriétaire des Celtics. Et le panel était présenté par Howard Beck, journaliste qui a fait à peu près tous les grands journaux aux États-Unis. Et la première chose qu'il dit pour introduire ce panel sur la reconstruction, c'est comment on définit le succès. On l'a déjà dit. Et Lawrence Frank prend en premier la parole et ses premiers mots sont « It starts with ownership ». Ça débute avec le propriétaire. Donc, effectivement, lui a expliqué, je pense que l'exemple est assez prégnant, c'est que il explique que Chris Paul quitte Los Angeles, les Clippers. Voilà, la période Lob City est plus ou moins terminée. Et il y a une réunion dans le front office des Clippers. Et on se demande qu'est-ce qu'on fait. Et là, Ballmer dit, j'ai investi dans la franchise. Les reconstructions, c'est bien, mais moi, je veux rester compétitif. Ce qui fait qu'on peut comprendre le processus des Clippers des années suivantes, qui, eux, ne seront jamais dans une logique de déconstruction totale et qui vont toujours essayer de rester à peu près bons. Et ça, de retouche. Là, on est clairement dans une retouche en attendant une fenêtre d'opportunité. Donc, je suis assez d'accord avec toi, c'est un processus qui va être donné suite à un événement.
Moi, je t'ai donné, dans la trame que je t'ai envoyée, Tom, j'ai identifié en pensant à ce qui se passe en NBA, aux reconstructions. Pour moi, il y a 2 grandes fenêtres d'ouverture et nos 4 équipes fil rouge, Rockets, Thunder, Pistons, Magic, le montrent assez, je trouve. Alors d'abord, il y a le cas de l'équipe qui est dans un cercle vicieux, entre guillemets, moyen et qui est face à des décisions. Pour moi, ça, c'est le cas du Magic. Le Magic arrive dans une période, au moment où il décide de reconstruction, il y a quelques mois de ça, parce que c'est assez récent quand même. Le Magic est dans une situation où il y a des situations contractuelles d'Evan Fournier et d'Aaron Gordon qui se posent, et cet effectif, on voit bien que dans sa construction autour d'un Nikola Vucevic qui est peut-être All-Star, tu peux faire un premier tour de playoff, mais tu peux pas faire plus. Se pose donc la question de est-ce que c'est pas le bon moment pour tout reconstruire, sachant que la plupart des joueurs majeurs vont être en fin de contrat ou pourraient être échangés facilement. C'est un peu le cas aussi des Pistons. Quand il y a eu le Blake Griffin, c'est un peu moins évident, c'est un peu moins un exemple classique, mais il y a le moment où tu vois que dans l'équipe avec Blake Griffin, côté Pistons, qui a rendu des services, tu es bloqué à un certain stade et du coup tu te dis c'est peut-être le moment où la fenêtre d'opportunité s'ouvre pour faire quelque chose d'autre. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est tout simplement le départ d'un joueur star. C'est-à-dire, Houston est un peu le pendant du Magic pour l'autre exemple, c'est-à-dire double départ, Westbrook-Harden. On est dans une situation où soit on peut essayer de retoucher, soit de complètement reconstruire. Et du côté du propriétaire, on décide de Tillman Fertitta de complètement reconstruire. Donc on a ces 2 fenêtres-là d'opportunité. Soit tu reconstruis quand tu vas au bout d'un cycle avec un effectif moyen, soit tu reconstruis quand un joueur star part. Attention, ce sont des fenêtres d'opportunité. Ça ne veut pas dire que dès qu'un joueur star part, tu reconstruis ou tu retouches. Il y a des équipes qui s'en sortent. Les Cavs, quand Kyrie part, ils ne retouchent pas parce qu'ils ont encore un autre joueur. Souvent, quand tu as 2 stars, tu peux survivre si une part. C'est difficile. Mais en tout cas, Tom, est-ce que tu penses que ça se résume un peu comme ça, les moments pendant lesquels on peut reconstruire? Oui, pour reprendre, tu vois, par exemple, l'exemple que tu as donné pour Orlando, moi je te dirais, c'est quand ton plancher descend plus vite que ton plafond n'augmente. Du coup, tu vois, ton plancher va peut-être rester stable, mais avec l'âge des joueurs, les blessures, et puis la capacité du propriétaire, et combien tu es prêt aussi à payer pour être une équipe moyenne. Hein. Il y a ça aussi qui va, combien tu es prêt à payer. Donc quand par exemple les ressources ne sont plus suffisantes pour t'assurer un niveau plancher acceptable et que ton plafond n'augmente pas. Donc ça, tu vas être obligé de reconstruire. Après, comme tu l'as bien dit, hein, le départ d'une superstar. Tu peux rien y faire, hein, puisque on va pas se cacher. La plupart des équipes aujourd'hui qui visent le titre ont des superstars, et si on reprend notre DH20, ont des joueurs qui sont présents et qui sont très haut placés dans le DH20 pour pouvoir jouer quelque chose. Donc si tu n'as pas, si tu as un joueur de ton effectif qui est présent dans le DH20 qui part et qui n'est pas remplacé par un autre joueur qui est dans le DH20, ton équipe, tu pars sur une reconstruction ou sur une retouche. Moi, j'aurais quelques autres cas, quelques autres fenêtres. Par exemple, quand tu as un propriétaire qui a peut-être des soucis d'argent. Donc, on peut le dire, par exemple, par rapport à... On va reprendre l'exemple des Rockets, hein, avec Tillman Fertitta, qui a connu quelques soucis financiers et tu en avais parlé, hein, qui avait parlé en fait du contrat de Chris Paul comme l'un des pires contrats de l'histoire du sport, sauf que Chris Paul avait quand même une bonne valeur terrain. Donc, du coup, là, tu te retrouves avec une équipe qui a des joueurs pour viser le titre, quand tu vois l'équipe de Houston, mais toi, tu as plus d'argent pour pouvoir continuer à améliorer l'effectif, là où la concurrence peut faire des gros mouvements. Tu vois, par exemple, les Rockets qui sont restés un bon moment à ne pas utiliser la mid-level exception alors qu'ils avaient Chris Paul et James Harden, tout simplement parce qu'ils voulaient pas aller dans la luxury tax, alors qu'ils pouvaient rajouter des joueurs. Tu as aussi, typiquement pour le propriétaire qui ne peut pas payer. Tu as aussi, je pense, un côté qu'on n'a pas oublié, je sais pas si ça va vraiment rentrer dans le cadre de reconstruction, mais si par exemple, tu as une franchise qui est créée. Quand tu as une franchise qui est créée, tu as la possibilité, par exemple, quand tu es une équipe, de mettre des joueurs, enfin, tu as la possibilité, lors de la création d'une franchise, chaque équipe peut décider d'un certain nombre de, je crois que c'est 8 joueurs qu'elle peut garder, qu'elle peut protéger, entre guillemets,
et qu'ensuite les autres joueurs peuvent, enfin l'équipe qui se construit peut venir piocher entre guillemets dans les effectifs. Et c'est pas forcément les moins bons joueurs que l'équipe va rendre disponible. Parfois ils vont mettre les plus gros contrats. Parfois voilà. Donc la création d'une franchise, ça peut aussi être l'occasion pour une équipe et une franchise du coup de passer à une étape de reconstruction en faisant un choix qu'ils n'ont pas l'obligation de faire à la base. Et puis, toutes ces situations de départ, si on continue à avancer, Tom, elles amènent des débuts de reconstruction très différents. C'est là où déjà, de base, ta situation précédente, ton passé influence ton futur, ton présent et même ton futur. Prenons, encore une fois, si on regarde nos équipes fil rouge. Quand on regarde, par exemple, Détroit, qui donc a décidé de déconstruire une équipe qui était solide, mais qui avait peu d'ambition. Quand on regarde, je sais, la quasi-obsession quand il s'agit des reconstructions en ce moment, les choix de draft, à Détroit, en fait, ils n'ont pas d'avalanche de choix de draft. Ils ont les leurs, d'ailleurs, qui doivent peut-être envoyer au OKC, mais il y a des protections qui font que ça devrait pas arriver dans les 2-3 prochaines années. Et à l'inverse, quand tu as une équipe comme OKC qui a, selon moi, une reconstruction, j'appelle ça à étage, c'est-à-dire qu'en fait, là où tu peux la dater pour les trois autres équipes, OKC, il y a un débat, est-ce que la reconstruction, elle démarre émotionnellement, je pense que les fans te répondront que c'est le départ de Westbrook. Factuellement, c'est peut-être le départ de Chris Paul. De KD. Ou de KD même. Ou même de KD, même si là on part très loin. Tu vois, bah, du coup, t'amasses au fil du temps de plus en plus de ressources, ce qui fait qu'OKC est devenu OK Pick. Tom, du coup, la question c'est, est-ce que c'est pas déjà là que tu mets en place tes objectifs? Et la question, on a déjà parlé de l'objectif, est-ce que ton passé n'influence pas ton futur? Je vais t'expliquer. Quand tu pars d'une situation comme Orlando, qui a connu, alors, quand est-ce qu'on fait partir la dernière phase d'Orlando? Il y a un débat, est-ce que c'est Van Gundy, est-ce que c'est la draft d'Aaron Gordon? Enfin bref, il y a un débat sur quand est-ce que c'est la phase d'Orlando. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait pendant cette phase-là, 2 campagnes de playoffs, ils perdent au premier tour à chaque fois. Ils gagnent un match, ils gagnent le premier match. Ils gagnent le premier match. Et quand on prend à l'inverse Houston, du côté de Houston, on a 8 qualifications en playoff de suite, on a 2 finales de conf, on a un effectif, une équipe qui regarde Dieu dans les yeux, les Warriors MVP avec James Harden. Ouais. Est-ce que ça influence pas la phase d'après? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas compliqué de se dire, en gros, demain, imaginons la reconstruction des Rockets, ils arrivent à devenir une équipe solide de playoff, est-ce que tu te diras pas, ouais, mais avant, on était plus que ça. Là où le Magic aura des objectifs de base peut-être moins élevés parce que pour un fan du Magic, s'il voit une demi-finale de conf, ça va faire peut-être 15 ans qu'il en aura pas vu. Après, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, dans le sens où tu as un facteur chance qui est aussi très important quand tu démarres une étape de reconstruction entre les choix de draft, faut que tout soit bien goupillé et tout. Et je pense que pour la notion de point de départ, il y a vraiment le choix. Parce que par exemple, pour Orlando, je pense que ils avaient pas le choix. C'est quelque chose qui leur a été imposé, je pense, Orlando. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu n'avais plus la possibilité d'améliorer l'effectif et je pense que tu ne pouvais plus te permettre de continuer à utiliser des ressources pour juste améliorer cet effectif-là, alors que ton plancher continuait à s'abaisser. Là où Houston, c'est quelque chose qui leur a été imposé. C'est-à-dire que si James Harden ne dit pas qu'il veut partir, James Harden, pour moi, il est toujours à Houston. C'est quelque chose qui vraiment leur a été imposé. Et d'ailleurs, Houston qui a fait le choix entre, du coup, la reconstruction ou la retouche, parce qu'il y avait le package, du coup, avec, entre guillemets, Ben Simmons qui était disponible. Il y avait aussi la possibilité de choisir Jared Allen, Caris LeVert, tout ça. Ils ont dit non. Nous, on veut des choix de draft. C'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont dit non, nous, on veut des choix de draft. Donc du coup, on veut reconstruire. Là où par exemple récupérer un joueur par exemple comme Ben Simmons, récupérer des Jared Allen ou récupérer des Caris LeVert aurait peut-être assuré un niveau entre guillemets plancher moyen. Ce serait plus de la retouche, mais au final qui
ne leur aurait pas permis d'avoir plus d'ambition que ça. Un peu comme Daryl Morey avait déjà fait, où il accumulait les assets en attendant l'arrivée en attendant de faire le transfert pour James Harden. Genre les années où il y avait Kevin Martin, tous ces joueurs-là, quoi. C'est-à-dire qu'on se referme peut-être de la certitude à moyen terme pour de l'espoir à long terme. Cette notion d'espoir, on en parle assez souvent. Donc effectivement, moi je trouvais ça important de rappeler deux choses sur la reconstruction. C'est donc les fenêtres d'opportunité. Parce que souvent on voit des fans qui demandent à la reconstruction, mais ces fenêtres-là, elles s'ouvrent pas tout le temps. Donc il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience aussi que du coup, il faut penser au point de départ de ton futur projet. C'est-à-dire que si tu as un effectif qui est peut-être pauvre ou qui permettra pas d'avoir un super point de départ après. Puis dernière chose, l'influence du passé. Moi je trouve vraiment que là où je pense qu'il est important d'insister sur le propriétaire, c'est aussi important de montrer que ce propriétaire-là et même la franchise elle est dans un environnement. C'est-à-dire que si tu as eu 8 ans de succès consécutifs, c'est peut-être plus dur de faire accepter, surtout, alors je suis pas un fan de baseball, mais je sais qu'en football américain, Houston, c'est la risée de la ligue aussi. Donc, en fait, c'est ce qui fait, du coup, ça devient très compliqué, tu vois, dans l'environnement de la franchise. Donc ça, c'est assez important. Après, simplement juste pour compléter ce que tu as dit, il faut pas oublier aussi la notion de trauma. C'est-à-dire que, tu peux déjà avoir vécu une reconstruction qui s'est mal passée. On se souvient par exemple des Charlotte Bobcats, enfin des feux Charlotte Bobcats qui sont les Charlotte Hornets, alors que le palmarès des Charlotte Hornets appartient aux Pelicans. Enfin, bref. Par exemple, cette équipe-là qui a l'un des pires records de l'histoire de l'NBA pour la saison rookie de Kemba et de Bismack Biyombo, qui se retrouve avec comme lot de consolation Michael Kidd-Gilchrist. Donc t'as des traumas, c'est dur. Tu vois, quand tu avais vécu par exemple une reconstruction comme ça, c'est dur de te dire on repart sur des choses comme ça, sachant que tu as du trauma. C'est ça. Là où c'est plus facile à vendre, par exemple, reprenons le cas d'OKC, c'est plus facile à vendre à OKC quand ta dernière reconstruction, 3 MVP. voilà. Forcément, c'est beaucoup plus facile à reconstruire et c'est vrai que pour les fans, je pense qu'il y a un impact totalement. Tom, la passe décisive est trop belle. On va parler du présent maintenant. De présent, t'as parlé des Bobcats. De base, c'était un podcast. Je commence déjà à lire mes fiches qui avait été réfléchi pour les Rockets. Et on sait que les Rockets pourraient s'approcher s'ils continuent sur ce rythme-là, dangereusement de ce fameux record des Bobcats pour ce qui est de la pire saison régulière. Tom, pour parler du présent et des questions de reconstruction, il y a la notion d'effectif. Et tu voulais insister sur la gestion entre vétérans et prospects. Et moi, dans mon idée, le meilleur cas actuel, c'est probablement Houston, quand même. Après, c'est vrai que le côté vétéran et prospect, c'est-à-dire que Houston, tu es passé d'une équipe qui il y a peut-être 18 mois. Il y a 18 mois, Houston essayait de gagner le titre, ou du moins jouait les finales de conférence. Et aujourd'hui, Houston joue la loterie et le premier choix de la prochaine draft. Donc du coup, là, en termes de temporalité, toutes les pièces que tu avais pris du temps à accumuler pour devenir ce contender, t'as ta pièce principale qui part, mais c'est difficile après de rééchanger toutes ces pièces-là. Par exemple, tu vois, PJ Tucker, ça a pris du temps. Eric Gordon qui se retrouve un peu coincé au milieu. T'as Christian Wood qui est qui est entre guillemets entre les deux, c'est-à-dire que il est venu pour jouer avec James Harden. Et finalement, il se retrouve avec Kevin Porter Jr. Enfin, il a pas choisi. T'as des joueurs, par exemple, un gars comme Jason Tate. Pour moi, même si c'est un joueur du nouveau projet, pour moi, il fait beaucoup plus sens avec l'ancienne équipe et l'équipe qui aurait visé le titre, entre guillemets, plutôt qu'avec cette équipe-là qui est en totale reconstruction et qui perd des ballons à foison. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment avec Alan, à chaque fois qu'on parle de prospect, c'est le niveau de wordplay. Et pour moi, je trouve que c'est dommage, par exemple, dans une équipe où tu as autant d'intérieurs, entre guillemets, que tu espères avoir à développer pour ton projet, et tu as des joueurs, tu vois, par exemple, comme Green, qui peut-être à terme sera un initiateur, mais qui aujourd'hui ne l'est pas. Pour moi, c'est dommage d'avoir, par exemple, un joueur comme John Wall qui pourrait aider sur le terrain ces joueurs-là,
par son rôle, par sa science du jeu, par le fait que ce soit un meneur tout simplement pour élever entre guillemets le niveau play de cette équipe-là. C'est dommage que ce joueur-là soit mis en quarantaine, quoi. Enfin, soit à l'écart. Alors peut-être qu'il participe aux entraînements, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il participe aux entraînements, mais parce qu'on voit qu'il voyage avec l'équipe. Donc peut-être qu'il participe aux entraînements, mais le fait qu'il ne joue pas, c'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait apporter un minimum de stabilité à cette équipe-là. Puis, au-delà de les questions des joueurs qui entourent, il y a aussi la question, c'est un truc dont on avait beaucoup parlé à l'époque, je me rappelle dans l'émission avec Trae Young, sur la surresponsabilisation du jeune joueur. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es dans cette phase-là, dans une phase où tu es vraiment en difficulté, tu peux être amené, comme le fait Houston actuellement, avec le duo Green Porter, à donner trop de responsabilités pour un joueur en te disant oui mais c'est peut-être son futur rôle. Oui mais alors ça t'en as aucune idée et ça me fait beaucoup penser peut-être à ce qui se passe du côté d'Orlando où Orlando quand on regarde, il y a un truc très marrant, c'est quand on regarde les minutes jouées et l'âge, je veux dire à part ce bon vieux Terrence Ross, ils ont tous les 7 joueurs qui jouent le plus, ils ont tous en dessous de 23 ans. Donc effectivement, il y a un moment où on est dans la progression du joueur et c'est très difficile de voir quel sera le futur rôle de ce joueur. Il y a des exceptions notables à cela. Par exemple, je pense du côté des Pistons, on sait que Cade Cunningham va être un porteur de balle d'après le profil qu'on nous a présenté qui devrait être dominant. Et du coup, l'association avec un Killian Hayes peut avoir du sens parce qu'en fait, tu sais déjà que idéalement, c'est ton association dans 2-3 ans. C'est ce que tu dois faire. Par contre, rien ne dit du côté d'Houston que tu n'auras pas d'ici là dans le projet un nouveau porteur de balle qui pourra permettre de faire autre chose et peut-être donner d'autres responsabilités à un Kevin Porter par exemple. Donc en fait, cette notion de l'effectif entre les jeunes joueurs, moi je suis très inquiet par l'acquisition de mauvaises habitudes. Il y a Rick Carlisle qui en parlait à propos de mon ami Dennis Smith Jr. qui expliquait qu'en fait, Dennis Smith Jr., comme il est arrivé la fameuse année où, du côté des Mavs, on a même été... Mark Cuban a reçu une amende pour certaines des choses qu'il avait dit sur le tanking cette année-là. On était vraiment dans une logique en fin de saison où on ne gagnait pas, que Dennis Smith Jr. a attrapé de mauvaises habitudes, à ne pas respecter ce que pouvait lui dire son coach, certains appels, certains systèmes. Et ça, je suis pas sûr que dans la progression, le développement d'un jeune joueur, ça soit vraiment positif. C'est vrai. Après, pour rebondir un peu à ça... J'ai dit beaucoup de choses, désolé. Pour rebondir un peu à ça, d'ailleurs, il y a dans le podcast de Basket Lab, du coup, de Guillaume, qui parle en fait des jeunes joueurs et de l'évolution, entre guillemets, des jeunes joueurs quand tu les empiles dans un projet. Et il dit des choses très intéressantes, notamment sur... ce que toi tu attends de ça, c'est-à-dire que toi tu cherches pas forcément à développer tout le monde, mais tu cherches peut-être qu'à en développer qu'un. Et le problème, c'est que en faisant un peu cette espèce de combat de gladiator entre guillemets, il y a des dommages collatéraux. Et en fait, ces dommages collatéraux là, c'est quelque chose qui, tu vas tu vas utiliser peut-être beaucoup de ressources. Enfin, tu vas gaspiller peut-être beaucoup de ressources pour avoir une information sur 2 ou 3 joueurs. Et finalement, ces 2 ou 3 joueurs-là seront peut-être pas assez bons pour le projet que toi, tu avais ambitionné. Parce que clairement, il y a des privilégiés, entre guillemets, dans chaque... Ça fait un peu penser à ce qu'on avait dit sur Cleveland. C'est-à-dire que Cleveland, oui Garland, Sexton... d'ailleurs, on aurait peut-être porté la guine à Cleveland, Garland, Sexton, etc. C'était des pièces du projet, mais on n'avait pas la pièce. Et là, c'est clair que, en fait, la reconstruction en soi, quand on écoute les Inky, les Morey, même l'ancien GM de Phoenix, McDonough, qui expliquait en fait, quand tu reconstruis, ton objectif, c'est de choper le joueur. C'est ça l'objectif de base. Parce que c'est la condition sine qua non à tout NBA. Il te faut choper le joueur, le fameux, si on reprend un peu notre DH20, le mec qui serait dans le top 11, là, les fameux 11 meilleurs joueurs. Donc du coup, tout est mis pour ce joueur-là, ce qui fait que, regardez les longs processus de reconstruction, les joueurs de complément ne restent pas. Malcolm Brogdon, il est plus à Milwaukee, par exemple. Les joueurs du process, ils sont plus, les joueurs de complément du process, ils sont plus à Philadelphie.
Et c'est très intéressant quand j'ai refait la liste des noms. Soit ils sont plus en NBA, tout court, soit ils sont dans d'autres effectifs. Ouais, donc en fait, c'est vrai que cet idéal de on va amener un jeune effectif avec 7 joueurs qui ont été draftés sur les 5 dernières années, c'est un fantasme, ça n'arrive pas. Ouais. Ben ça, c'est un peu le fantasme Football Manager de gagner la Ligue des Champions avec que des joueurs formés au club. Ça, c'est le truc un peu le fantasme les gens ont. Et je pense que ça ne permet pas forcément d'apprécier tous les types de reconstruction qui passent pas forcément par avoir énormément de joueurs que tu as draftés dans ton effectif. Tu vois. Donc ça, ouais, c'est vrai, c'est un très bon point que tu évoques là. Et vu que tu as fait la petite ouverture, avant de passer sur la notion de progression des joueurs, vu que tu as fait la petite ouverture sur les jeux vidéo, moi je t'avoue que Tom, ma grande question vis-à-vis des reconstructions ces derniers temps, c'est pourquoi ces swag de reconstruction, genre j'utilise un mot des années 2010, pourquoi reconstruire qui est en théorie, on vous a peint le tableau, c'est censé être une période morose, difficile pour une franchise, pourquoi ça génère autant d'attraction au niveau des fans. Alors on en parle souvent ici à la notion d'espoir. Moi je t'avoue que quand j'ai fait mes recherches sur ce podcast-là, quand j'ai écouté la conférence Sloan, j'ai voulu voir s'il y en avait eu d'autres du même, en gros sur le même sujet. J'ai tapé donc Rebuild dans YouTube et je suis tombé sur 150 000 résultats sur NBA 2K. Je me demande s'il n'y a pas un peu cette notion-là qui rentre en compte, c'est-à-dire le jeu vidéo ou en tout cas tout ce qui se passe autour de la NBA, la reconstruction, c'est pas humainement, parce qu'il y a des problèmes humains dont on va parler, ne se pose pas. La reconstruction est linéaire, ton joueur il gagne 5 points chaque année, donc tu sais qu'entre année 1 et 5 après ça sera une superstar, et du coup ça peut mettre peut-être dans l'idée de certains fans de certaines franchises des attentes qui sont pas réalistes. Ouais, clairement, puisque dans les jeux vidéo, tu as des progressions qui sont, comme tu le disais, qui sont plutôt linéaires, alors que dans la vie réelle, ça n'est pas forcément le cas. Tu vois, on peut prendre le cas, par exemple, de la reconstruction des Wolves post Kevin Love, où il récupère Bennett, il récupère Wiggins, il récupère Wiggins et Zach LaVine aussi. Et ils arrivent dans une équipe où il y avait, par exemple, déjà Shamaz Mohamed qui a totalement disparu après, tu vois. Dans le projet. C'était une période où Ricky Rubio était aussi sous son contrat rookie à l'époque, qui était entre guillemets, à l'époque Minnesota avait refusé de donner le entre guillemets le contrat de 5 ans de faire de Kevin Love le joueur désigné de la franchise pour réserver ce contrat-là à Ricky Rubio. Kevin Love se fait transférer. Finalement, Rubio ne signe jamais ce contrat-là. Et les Wolves semblent toujours être en reconstruction aujourd'hui. C'est ça, il y a cette question de les joueurs ne progressent pas de manière linéaire. Et du coup, tu ne peux pas dire ce joueur-là, dans 5 ans, sera ça. C'est très compliqué. Même si on sait, les stats nous le montrent que les 2-3 premières années sont normalement un bon indicateur, il y a quand même toujours des exceptions. Et du coup, Tom, ça pose aussi la question de la culture et peut-être aussi de l'objectif du front office. Alors, la culture, c'est souvent... Ici, parfois, on va moquer ce terme-là dans le podcast. Le fait est que moi, quand j'ai préparé mon sujet, j'ai vu revenir ça constamment au niveau des joueurs. Oui, les joueurs qui en parlent beaucoup. Ils en parlent tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils expliquent, et je trouve que Chris Bosh, encore une fois, dans la seconde conférence, l'a parfaitement résumé. Il a dit, en gros, moi, j'ai du mal à vous dire que l'objectif, c'est pas de gagner le titre, parce qu'en fait, je paraphrase, mais mentalement, j'ai été construit comme ça. C'est-à-dire que on est sur des jeunes joueurs qui font partie du 1% des jeunes joueurs des États-Unis ou du monde entier qui s'en sortent, voire des 0,1%. Ils ont été construits pour gagner. Les voir arriver en NBA et ne pas mettre la notion gagne en premier, ça peut être très compliqué. Donc, c'est peut-être ça aussi un des revers des reconstructions qui sont très agressives, c'est que tu vas créer des mauvaises habitudes, mais là, c'est peut-être du mental, presque, peut-être. Ouais. C'est très important, le facteur mental, parce que, quand tu es généralement les joueurs stars qui ont, par exemple, les meilleurs lycéens qui écrasent tout, par exemple, au lycée, qui arrivent peut-être à la fac, qui sont dans des gros programmes avec d'autres bons joueurs qui ont connu uniquement le succès dans leur carrière, ils arrivent en NBA où, le 15e homme du roster était aussi peut-être le joueur de l'État,
Tu vois, il était le joueur de l'État à un moment donné, quoi. Donc, c'est des joueurs qui sont vraiment conditionnés, comme tu dis, à avoir du succès. Et là, ils arrivent dans un environnement où gagner n'est pas forcément une priorité. Ils arrivent dans un environnement où, par exemple, les vétérans qui sont encore là, eux, ils sont pas forcément intéressés à faire progresser l'équipe. Ils essaient juste de faire le minimum syndical pour pouvoir être transférés et retrouver peut-être une équipe qui a un bon niveau. Et ça, c'est super important parce que on parle beaucoup du rôle de vétéran. Et pour l'avoir peut-être vécu, après c'est plutôt en fait, quand t'es jeune et tu débarques dans un effectif où il y a déjà des joueurs, où tu as par exemple un joueur plus âgé qui a plus d'expérience qui débarque dans un effectif jeune, ça peut poser des problèmes au coach pour la gestion du groupe. Parce que si ce joueur vétéran est entre guillemets mis de côté et le coach ne le fait pas jouer, ce joueur vétéran, il peut avoir un effet positif ou un effet très négatif sur le reste de l'effectif et la façon dont ils vont interagir ensuite avec le coach. Et du coup, ça peut vraiment poser, ça peut vraiment poser des problèmes dans la reconstruction. Et c'est pour ça, je pense qu'au bout d'un moment, les coachs qui commencent ces reconstructions sont rarement ceux qui accompagnent au final l'équipe quand ils ont de nouvelles ambitions. Alors oui, on peut dire que c'est une technique faite, par exemple, quand tu sais que tu pars sur un processus de reconstruction, tu vas pas forcément, si par exemple tu es un GM, tu vas pas forcément choisir le coach que tu veux pour le développement futur de ton équipe, tout simplement parce qu'il y a une notion de bilan. C'est-à-dire que si tu sais que tu pars sur 2 ans ou 3 ans où ton équipe, tu veux qu'elle gagne 20 matchs, ça veut dire que ton coach, après 3 saisons, il a peut-être 60 victoires sur, 240 matchs. Donc du coup, c'est dans ton bilan, quand tu vas regarder dans les pires coachs en termes de bilan, c'est parce que le bilan, il est associé au coach. Il n'est pas associé au GM, le bilan, il est associé au coach. Ouais. Voilà, donc il faut que quelqu'un puisse... T'as pas mal t'as peut-être des franchises où, par exemple, pour reprendre le cas de Minnesota, où ils mettent un coach pour prendre les défaites, et une fois qu'ils sentent que l'effectif est assez bon, ils vont chercher le coach qu'ils voulaient pour partir du coup sur une autre direction pour ne pas, entre guillemets, pénaliser le bilan du coach qu'ils auraient voulu depuis le début. Sachant que même si tu l'as dit, Tom, il y a 30 places en NBA, ouais. Ce sont pas les postes les plus glamour en fait. On voit souvent ça va être des postes qui vont être donnés à des jeunes assistants qui étaient peut-être pas les plus en vogue et qui vont en fait se dire bon, c'est une opportunité, je suis obligé de la prendre. Et puis ça peut. Enfin, prenons l'exemple. Brett Brown n'a pas eu de nouveaux postes. Lloyd Pierce, je pense pas qu'il en aura un. Si on prend il est assistant. Ouais. Il retourne à l'assistana, mais il est pas coach principal et ça a un impact. Alors que paradoxalement, c'est peut-être le moment le plus important parce que je parlais de ses mauvaises habitudes, c'est peut-être le moment où ce coach-là a le pouvoir d'éviter ça, mais souvent on va le donner à des coachs qui ont peut-être pas la stature, tout simplement parce que demain, s'il y a un nouveau Brad Stevens qui se présente, il prendrait jamais les Rockets. Il prendrait jamais Houston. Il prendrait peut-être jamais Orlando ni Détroit. Il pourrait prendre OKC en se disant qu'il aurait une sécurité du poste qui pourrait exister vu la série de la franchise. Mais en tout cas, ce sont des postes qui sont peut-être un peu de seconde classe en NBA. Ça, il faut faire penser. Puis tu l'as dit, la culture de la défaite. Pendant que tu parlais, ça me faisait penser à... J'ai un maillot NFL pour ceux qui connaissent. Donc, le premier choix de la dernière draft, le Golden Boy, il commence sa saison NFL, il perd 4 matchs. 4 matchs, il en avait jamais perdu autant, lycée, université combiné. Et il a fait 3 ans de l'université. Donc, t'imagines mentalement ce que ça doit faire pour un mec qui connaît pas la défaite, en fait. Il sait pas ce que ça veut dire perdre. Clairement. Donc, perdre comme ça direct, enfin, ça peut être compliqué. Tom, pour finir cette notion de présent, se pose la question, c'est quoi l'objectif du front office sur le présent, là, c'est-à-dire actuellement. Quand on prend par exemple, on a beaucoup parlé de Houston, mais peut-être continuons sur Houston, c'est quoi l'objectif en fait là, c'est-à-dire sur cette saison par exemple? Est-ce que ça se résume à développement draft?
Ouais, pour moi, c'est ça, hein. Identifier les talents, essayer de récupérer des assets pour les vétérans qui sont encore présents dans l'effectif, par exemple les Daniel House, les Eric Gordon, peut-être même Christian Wood, hein, on ne sait pas, hein, pour ce type de joueurs-là. Essayer de récupérer entre guillemets des assets pour ces joueurs-là et faire en sorte que d'identifier les joueurs majeurs pour la prochaine bonne équipe de Houston, si tant est que ces joueurs-là sont déjà dans l'effectif. Est-ce que c'est l'objectif des 4 équipes qu'on étudie aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que oui. Oui, je dirais pour OKC, c'est différent parce qu'ils ont beaucoup plus de marge avec les pics de draft. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre d'être moins patients pour si par exemple des joueurs comme Darius Bazley, peut-être même Théo Malédon ou Ty Jerome, des joueurs comme ça, ils peuvent se permettre d'être peut-être moins patients pour ces joueurs-là parce qu'ils ont énormément, tous les ans ils vont recevoir 3-4 prospects, donc il faut faire de la place dans l'effectif en fait, et je pense que là ils ont plus de marge, la franchise a plus de marge, donc du coup elle a plus de facilité à accepter de se tromper sur tel ou tel joueur. Par contre les joueurs ont moins de temps pour pouvoir prouver des choses parce que ça va aller très vite. Ok, ici on l'a dit, on l'a pas dit au début de l'émission, mais c'est un cas à part parce que, alors déjà, en termes de volume d'assets, c'est hors ce monde. C'est un cas à part aussi parce que au moment où ils décident de reconstruire, ils ont déjà un jeune qui est quasi All-Star, donc qui va être All-Star. Donc en fait, ça n'existe pas. Ça, toutes les équipes dont on a parlé. Alors les Pistons ont eu très rapidement Cade Cunningham, mais c'était après avoir entamé la reconstruction. Tu peux arguer que OKC a déjà le meilleur joueur de sa future équipe au moment où il décide de déconstruire. En fait, ça ce qui n'existe pas, en fait. En théorie, c'est ultra rarissime que ça arrive. Tu peux dire que ça arrive un peu avec Boston quand il y a Tatum déjà, mais en fait, ça existe pas. Donc, c'est pour ça que c'est un cas assez à part. Tom, il nous reste la fin de l'émission, tout simplement. Alors, on est d'accord que il y a le futur après. Le futur, il s'active quand? Moi, j'ai tendance à dire le futur, il s'active quand tu penses que tu es assez bon, tu ne peux plus avoir la draft comme seul objectif. Tu penses avoir en ton sein des joueurs assez solides et surtout, tu vas réaliser, pour moi très symboliquement, un move qui montre que c'est maintenant, on arrête et on arrête la reconstruction, on est parti. Ce move, si on caricature un peu, ça va être le move de le transfert d'un Jimmy Butler à Philadelphie qui peut être un cas de OK, c'est la fin de la reconstruction, par exemple. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Ou l'été d'Atlanta. Par exemple, l'été d'Atlanta, on ramène Bogdanovic, etc. Là, on montre l'objectif est différent. Est-ce que c'est ça pour toi qui peut marquer l'arrivée dans le futur, tout simplement? Oui, pour moi, c'est quand tu commences vraiment à utiliser des ressources, des ressources qui t'auraient servi dans le futur pour améliorer ton présent. Là où quand on parlait de déconstruction, voire de reconstruction, on parlait vraiment d'utiliser toutes les ressources que tu as au présent, de mettre ça de côté pour pouvoir les ressortir quand tu en auras besoin dans le futur. Là, c'est quand tu commences à utiliser des choses que tu as générées et qui sont des valeurs présentes, par exemple du cap space, un pic de draft que tu aurais récupéré, par exemple, pour récupérer une pièce que tu veux dans ton effectif, que tu vas garder entre guillemets sur le terrain. Par exemple, quand tu vas transférer, tu vas peut-être utiliser un salaire ou un contrat finissant pour transférer pour un joueur qui a une bonne valeur terrain, même s'il a peut-être un contrat trop gros. Quand tu vas peut-être signer un joueur, si on prend par exemple si on reprend le cas des Sixers, hein, par exemple quand il signe JJ Redick pour un énorme montant sur un an, parce qu'il le signe à ce montant-là, parce qu'il n'y a pas d'alternative autre s'il ne le signe pas pour s'améliorer sur quelque chose dont ils auront besoin pour progresser. Du coup, découle une question. Si c'est la fin de la reconstruction, c'est le moment où peut-être 2-3 années après, on peut juger la reconstruction. Tom, là, nos auditeurs vont dire c'est vraiment tiède, mais une reconstruction réussie, c'est quand tu arrives à l'objectif que tu t'es fixé de base, tout simplement. Parce que, en fait, l'objectif de base, je pense que l'objectif peut évoluer avec le temps. Je pense que quand les Bucks
les Bucks encore reconstruire, c'est une fausse reconstruction avec Giannis, parce qu'en fait, c'est une semi-reconstruction, c'est jamais un tanking, c'est une reconstruction, quand même. Enfin, je contredis ce que j'ai dit au début. Je pense pas que l'objectif, c'est de se dire un jour, en tant que Milwaukee, on va réussir à gagner le titre. Donc, je pense que l'objectif est modulable, mais en tout cas, reconstruction réussie, c'est à atteindre ses objectifs? Ou alors, est-ce que c'est avoir trouvé le joueur? Pour moi, c'est soit avoir trouvé le joueur qui te permet du coup d'envisager de pouvoir passer au moins un tour de playoff. Pour moi, il y a vraiment cette notion de la reconstruction. Elle se termine à partir du moment où tu vas jouer les playoffs, mais de façon, tu te positionnes pour jouer les playoffs, de façon sérieuse et de façon durable. C'est-à-dire que c'est pas juste une qualification, tu n'es pas une qualification, après ton équipe n'est pas assez bonne pour continuer. C'est vraiment, tu mets le pied dans le playoff, un peu comme toi la manière de Denver qui au début c'est beaucoup heurté au bas des playoffs, hein. Avant d'y arriver c'était souvent 9e, après ils finissent par passer à rentrer en playoff, ils ramènent Millsap et du coup c'est une équipe qui n'a plus quitté les playoffs depuis. Vraiment ce type de constructeur, ou même on peut parler de Philadelphie, où les joueurs sont devenus trop bons. Les joueurs sont devenus trop bons pour que tu puisses continuer à espérer des tours de draft. Donc du coup là, tu es obligé de mettre des joueurs, parce que comme on en a parlé comme on en a parlé tout à l'heure, le développement des joueurs n'est pas linéaire. Quand les pièces maîtresses de ton projet sont prêtes beaucoup plus tôt que les role-players que tu aurais ramenés, tu es obligé de trouver des role-players qui vont pouvoir compléter les pièces de ton projet, puisque les autres joueurs n'ont pas encore le niveau pour aider tes meilleurs joueurs à progresser. Donc, comme tu l'as dit, des Jimmy Butler, des Tobias Harris, des choses comme ça. Ce qui fait donc que, par exemple, si on prend des exemples récents, alors il nous faut peut-être attendre 1 ou 2 ans encore, mais les Hawks se rapprochent d'une reconstruction réussie, par exemple. Oui. Ouais. Il y a plein de reconstructions réussies comme ça, tu vois. Par exemple, les Hawks, les Suns, même si c'est pas uniquement par les Suns, par on a parlé, de draft. c'est intéressant parce qu'ils sont, c'est toi qui l'as noté, Tom, ils sont jamais cités comme une reconstruction réussie. Moi, je pense que c'est la longueur qui pose problème aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens doivent se dire, en gros, au bout d'un moment, Devin Booker, c'est 2015, pardon. 2015. Devin Booker, c'est 2015. C'est TJ Warren, je crois, 2014. 2021, première campagne de playoff qui a tout succès qu'on veut. Je pense qu'il y a peut-être cette notion de, en gros, la reconstruction c'est 3-4 ans. Si au bout de 3-4 ans il n'y a pas eu cette évolution-là, ça marche pas. C'est raté. Sachant qu'en plus, c'est une erreur en termes d'anticipation de résultats parce que ça a été prouvé. J'ai lu un long PDF de 130 pages que j'arrive à citer qu'au bout de plus de 50 minutes dans le podcast, c'était pas un bon investissement. Je vais t'expliquer qu'en gros, sur les plus de 150 équipes sur les peut-être 30, je sais plus combien dernières années, qui ont plus de 55% de victoire, il y en a que 20% qui étaient à moins de 30 dans les 5 années précédentes. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'es à plus de 55, t'as pas été à moins de 30. Ça fait un bail que t'es solide. Donc, en fait, je pense que c'est cette notion avec Phoenix ça a pris trop de temps. Oui, il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi la notion de sérendipité, c'est-à-dire que si t'es pas prévu pour que ça se fasse comme ça, c'est-à-dire que dans l'idée peut-être des observateurs de l'NBA, Phoenix aurait dû aller par exemple en playoff ou loin en playoff avec les TJ Warren, avec Josh Jackson, avec des gars comme ça, des gars draftés maison, alors que c'est plus, et pourtant quand tu regardes l'équipe des Suns qui est allée en finale, ou du moins qui réussit, la plupart des joueurs sont des joueurs draftés par le régime, mais c'est plus peut-être la deuxième phase, tu vois, parce que c'est pas vraiment, alors oui, il y a peut-être DeAndre Ayton qui peut-être le symbole entre guillemets de cette reconstruction, et du moins le plus haut choix de draft de cette reconstruction là, mais au final DeAndre Ayton, quand là ils vont en playoff, il est dans sa 3e année. Tu vois, des Mikal Bridges, tout ça, ils sont que dans leur 3e année. Là où Devin Booker est un petit peu plus avancé, par exemple. Donc peut-être que c'est ça. Après, tu as des reconstructions, comme je parlais par rapport à sérendipité, c'est-à-dire que c'est pas le plan initial et ta reconstruction se fait bien malgré toi. Par exemple, on peut prendre l'exemple des Raptors, la reconstruction des Raptors, qui, on peut se souvenir, hein, en 2013,
qui transfère Rudy Gay pour pouvoir tanker pour Andrew Wiggins. Il transfère Rudy Gay à Sacramento. L'équipe se met à gagner. Au final, ils gagnent. Ils rajoutent des pièces. Ils finissent par avoir un petit plateau dans leur construction. Boum, t'as le Kawhi qui devient disponible. Ils échangent DeRozan et Poeltl contre Kawhi et Danny Green. À la suite de cela, ils récupèrent Marc Gasol. Ils avaient récupéré aussi Ibaka pour Terrence Ross. Et boum, tu vois, c'est aussi un type de reconstruction qui... alors ça encore, tu pouvais... même sur un scénario, ça a très peu de chance en fait de se réaliser, ce truc-là. C'est des types de reconstruction qui... il n'y a pas vraiment une façon pour moi de reconstruire. Il n'y a pas vraiment une façon pour moi de reconstruire. On peut reprendre par exemple le cas de Memphis qui rate des choix de draft avec Hashim Thabit, avec O.J. Mayo, avec Rudy Gay. Finalement, il transfère Rudy Gay et il récupère Zach Randolph qui était un paria du côté du côté des Clippers parce que les Clippers voulaient faire de la place à Blake Griffin parce qu'ils venaient de récupérer le premier choix de draft. Memphis reconstruit. Marc Gasol est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise alors qu'au moment de l'échange, c'était totalement scandaleux. C'est une note et au final, et voilà, c'est une note de bas de page. Et au final, l'équipe a le plus gros run de l'histoire de sa franchise. Mais il y a beaucoup, alors que c'est intéressant, on en a souvent parlé de ça, mais cette notion de pureté du plan reste dominante. Oui, c'est vrai. On voit, la pureté doit être totale et effectivement, alors que tu l'as dit, il n'y a pas de modèle parfait et même le modèle qui est souvent pointé comme parfait est fantasmé. C'est-à-dire que des OKC, ça arrive une fois tous les tremblements de terre. J'aime bien rappeler que le MVP des finales, c'est André Iguodala. Alors c'est une espèce de détail, mais voilà, c'est un symbole. Je suis un homme de symbole. Et on voit que tu vois, cette espèce de reconstruction pure où il y aurait que des mecs du cru, ça n'existe pas tout simplement parce que, on le dit, Alan aime bien le dire ici, le titre NBA, c'est une affaire de joueurs dans leur troisième contrat. Les chances que tu arrives à conserver ton jeune corps de jeunes joueurs autant de temps, c'est pratiquement impossible. Ça sous-entend qu'il faut qu'ils soient tous précoces. Ouais. Par exemple, tu peux prendre le cas de Boston aussi, hein. La reconstruction où au final c'est quelqu'un d'autre qui tank pour toi par rapport à un trade, mais ça arrive parce que au bout d'un moment, le propriétaire des Nets, il arrête de payer pour une équipe vieillissante. Comme il arrête de payer pour une équipe vieillissante, toi qui as récupéré les pick swaps, tu te retrouves avec des hauts choix de draft alors que tu n'as pas déconstruit par toi-même. Enfin, le plus haut choix de draft de Boston durant cette période-là, c'est Marcus Smart et je crois qu'il est drafté en 5 ou en 6. Ouais, donc au final. Quand tu prends voilà, tu vois, il y a pas ce truc-là. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Par exemple, on va reprendre par exemple la reconstruction aussi des Lakers, la reconstruction des Lakers qui ont gagné le titre. LeBron James arrive, au revoir les jeunes. Tous les jeunes sont utilisés pour ramener Anthony Davis. Il gagne le titre, terminé. Tu vois? Et là, dans le cas des Lakers, tu peux te dire que c'est une réussite. En fait, par exemple, du côté de la famille Buss, on s'est dit, bon, il nous faut ça fait plusieurs années, l'après-Kobe a été difficile, il nous faut un titre dans les 5 prochaines années, ils l'ont eu. Donc en fait, le projet est réussi en fait. Ouais. Il y a des modèles comme ça, hein. Même le Jazz, tu vois. Le Jazz qui perd Gordon Hayward part alors qu'il venait tout juste de recommencer à aller en playoff. C'était leur première année, il devait retourner en playoff. Il retourne en playoff, Gordon Hayward part, il se retrouve avec Donovan Mitchell, Rudy Gobert qui devient un joueur à l'NBA. Boum, ils ont reconstruit. Ils avaient déjà des pièces autour. Est-ce qu'il y a à l'inverse, Tom, on va conclure là-dessus, peut-être, les exemples de reconstruction ratée, est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Alors, ce serait peut-être la palissade de dire, mais peut-être le manque de patience, qui est quand même qui serait un dénominateur commun à beaucoup de ratés, où très vite, que ce soit le coach ou au niveau du front office, dans l'organigramme, on sent que le siège commence à être chauffant et du coup, là, on commence à vouloir gagner très vite et peut-être en s'abordant ce qui va se passer à plus long terme. Quand on parle de reconstruction ratée, on est peut-être aussi celle où on se demande si l'objectif de base a été rempli. Prenons le cas d'Orlando, un de nos fils rouges. Tu te dis, est-ce que l'objectif d'Orlando, c'était vraiment d'avoir une équipe qui bataillait pour les playoffs et qui
vivoter sur un premier tour. Je pense pas que l'objectif de Minnesota au moment où se construit le duo Wiggins-Towns, ça soit d'avoir une participation en playoff avec l'ajout d'un Jimmy Butler et depuis encore une fois truster les 7 premiers choix de draft, quoi. En termes de reconstruction, enfin manqué sur les dernières années, tu as eu par exemple le projet, on en parle très peu, mais le projet des Wizards avec Maggie, Blatch, Nick Young. Pour moi c'est un peu, tu vois, le projet après ils ont fait table rase, projet X en fait, hein. Voilà. Pour moi c'est un peu un projet manqué. J'aurais dit le projet aussi de Détroit avec par exemple KCP, Greg Monroe et André Drummond et Stan Johnson au final, puisque c'était le projet avec Reggie Jackson machin, c'était devenu ça le projet. Je pense que ça a été un peu manqué. On prend l'histoire récente. Il y en a d'autres, il y a pas mal de projets comme ça, hein. La question c'est où est-ce que serait le raté du coup si on reprend nos 4 équipes fil rouge? J'ai l'impression que l'équipe qui a du coup le plus de pression, c'est celle dont on a le moins parlé aujourd'hui, c'est OKC en fait. OKC. Oui, parce que ils sont partis de beaucoup plus haut. Historique de on a drafté 3 MVP en 3 ans. On a le point de départ qui est bon, on a décidé de faire ça, mais on avait encore des joueurs solides et on a eu l'après Westbrook. On a la pression qui vient du statut de Presti, qui est un demi-dieu dans l'Oklahoma. Donc, et on a la pression de, à l'heure actuelle, quand tu regardes n'importe quel classement sur les équipes les mieux parties pour les 5 prochaines années, OKC est tout le temps numéro 1 ou en tout cas au même niveau que des équipes qui ont déjà d'autres joueurs installés, type, je sais pas, Memphis, Dallas, etc. C'est vrai, en parlant de reconstruction ratée, on les a pas mentionnés, mais les Kings, par exemple, tu vois, les Kings qui avaient la période avec Rudy Gay. Eric Boogie. Non, la période avec Rudy Gay. Ils avaient Rudy Gay, Isaiah Thomas et Cousins. Ou les trois mecs à plus de 20 points aux initiateurs et tout ça. Au final, ça a pas marché. La période Tyreek, ça a pas marché. Cousins, finalement, ils se sont fait transférer et ensuite ils sont retournés encore dans un cycle où à un moment ils utilisent des assets, par exemple à l'arrivée de Divac, ils utilisent des assets pour par exemple ramener Rondo, enfin faire pas mal de petits moves comme ça, et au final ils ont tourné en rond. Il y a les Pelicans aussi, les Pelicans post Chris Paul, les Pelicans post Chris Paul où ils avaient pour moi les Pelicans c'est une équipe qui arrive pas à, tu vois, le moment là, la bascule, ils n'arrivent pas à faire la bascule. C'est ça le vrai problème des Pelicans en fait. C'est-à-dire que si l'objectif de la reconstruction c'est d'avoir le joueur, ils l'ont eu une fois et demie. Enfin, il se passe beaucoup de choses avec Zion, mais quand il est sur le terrain, il est de cette trempe-là. La question c'est la manière de faire la bascule, qui chez eux est problématique, qui est difficile en fait. On a expédié ce moment-là, mais on va peut-être finir là-dessus, Tom, mais c'est la bascule qui est extrêmement compliqué. Tu peux dire d'une certaine manière que la bascule Jimmy Butler à Minnesota leur a fait gagner l'accession aux playoffs, mais de l'autre a peut-être eu d'autres effets négatifs. En fait, la bascule, c'est là où tu as le plus de danger de te rater en reconstruction, alors que j'ai l'impression qu'on insiste trop sur ta vie et ta mort vont dépendre de la qualité des choix de draft. Alors oui, ça va dépendre, mais tu peux faire un Jahlil Okafor alors qu'en théorie, c'est censé être un mec qui réussit. Ça peut arriver. Là où en fait, si tu rates la bascule, tu peux potentiellement détruire une partie de ce que tu as mis 3 ans à construire. C'est ça, c'est de toute façon, à partir du moment où tu vas faire un move pour améliorer ton équipe, le fait de faire un move, c'est aussi de ne plus pouvoir en faire certains autres qui auraient peut-être été meilleurs. Et du coup, c'est ce type de move-là qui vont mettre, entre guillemets, un plafond sur ta tête, tu vois. Totalement. Sachant que la reconstruction, c'est très permissif, hein. C'est-à-dire que, bon, alors, mis à part t'as un premier choix de draft, là, oui, là, t'as une pression peut-être, mais en gros, tu t'es raté sur un choix, bon, si pendant 4 ans, tu es pas bon, bah, tu t'es raté sur un, tu peux en avoir d'autres. Jouer le titre, c'est beaucoup moins permissif. Je vais conclure là-dessus.
vous avez devenu la Sloan Conference. Et oui, du coup, Lawrence Frank qui disait en gros, quand Ballmer nous a fait comprendre qu'on devait gagner un titre, il fait chacun des mouvements est compris dans l'optique de, à terme, gagner un titre. Chaque chose qu'on fait, c'est gagner un titre. Et ça, c'est plus difficile que de faire la course au choix de draft. C'est une C'est ça. Exactement. Eh bien voilà, Tom. 1h10 de théorie. De portraits croisés avec beaucoup de... Là, si vous avez suivi la NBA ces dernières années, ça va. Autrement, vous avez vu dire Byron Mullens, les Bobcats. Qu'est-ce que c'est les Bobcats? Un mot à rajouter, Tom, pour terminer sur ce sujet-là? On n'a pas dit si le process était une réussite. Eh ben, on devait parler du process et on s'est dit c'est trop un monument pour qu'on y touche dans ce podcast-là. Donc... on a beaucoup d'émissions qu'on prévoit de faire et celle sur le process sera posée un jour parce que moi je suis, encore une fois, quand on a nos CM, on a des fabuleux CM, Gaba, Antoine qu'on salue, on posait la question sur les réussites de reconstruction, on nous a mis le process alors que je suis beaucoup plus nuancé que beaucoup sur en fait, on est de reconstruction réussie en fait, c'est le mot. Et pas de déconstruction. Ouais, c'est ça, totalement. Et dernière chose, moi, je veux juste dire, faut arrêter de trop donner, comment dire, c'est paradoxal pour un mec qui a fait un épisode d'1h15 sur ça, mais ne donnons pas non plus trop de force au projet de reconstruction. C'est censé être une période transitoire, donc de voir la pseudo-hype qui s'était créée autour des Rockets, moi, je trouve que c'est pas justifié, en fait, parce que on a des bonnes équipes. Hypez-vous sur les Hornets qui ont réussi, sont sortis d'un processus plutôt que de se hyper pour des équipes qui sont en difficulté. Donc ça fait de la peine de voir certaines fois certaines des performances. Je vais faire référence à ton ami Chris Vernon qui a pété un câble sur les Rockets. Sur les Rockets dans un podcast américain de Mismatch. Il les a découpés pendant 3 minutes. C'était ça faisait un bail, j'avais pas entendu une équipe se faire cisailler comme ça. Enfin bref. En plus, ça va très vite, hein, puisqu'on se souvient qu'il y a 3 ans, qu'on demandait, il y avait un article qui était sorti sur Bleacher Report, notamment sur le classement des équipes qui avaient le pire futur en NBA. 30e, c'était les Hornets. 29e, c'était les Grizzlies. Ah, t'imagines? Ça va. C'est pour ça le plan sur 3-4 ans. On l'a dit, la NBA change trop vite, c'est compliqué. On va terminer sur un point. Dunk Hebdo 50. 50% de réduction sur la League Pass. J'étais obligé de vous le rappeler. On vous l'a dit. Donc, entre vendredi 26, 6h du matin. Pourquoi 6h du matin? Parce qu'en fait, ça s'aligne sur la NBA. Décalage horaire oblige. Vendredi 26, 6h du matin. Mardi 30, 6h du matin. Le lien est dans la description. Passez par ce lien. Le code promo Dunk Hebdo 50. 50% de réduction sur l'abonnement annuel au League Pass. Tom, c'était un plaisir, un peu à l'ancienne. On a parlé de beaucoup d'équipes, de beaucoup de références à des équipes qui ont plus ou moins réussi. C'était un plaisir. On vous rappelle de nous suivre sur Twitter, les plateformes où vous écoutez le podcast, YouTube, la petite cloche. Et puis, on va respirer un peu, puis on va arrêter de regarder Houston, Tom. Et puis, se retrouver la semaine prochaine. Salut! Salut!